Alors, la première intervention est celle de la FNRDIRP que vous allez écouter maintenant. Alors, nous sommes le 27 mai 2014, c'est la première journée nationale de la résistance. Le 19 juillet 2013, après les votes de l'Assemblée nationale et du Sénat, le président de la République, François Hollande, a promulgué la loi instituant la journée du 7 mai comme journée nationale de la résistance. Une très ancienne revendication de toutes les associations mémorielles était enfin satisfaite. En son temps, nous nous sommes réjouis de cet événement important. Le travail de mémoire auprès de la jeunesse trouve là un appui permettant de toucher les établissements scolaires et faisant en sorte que le sens du combat de tous les résistants soit transmis à ceux qui en seront les porteurs dans l'avenir. Le 27 mai 2014, ce sera la première fois que cette journée sera célébrée. Malgré le silence appliqué des principaux médias nationaux, de très nombreuses initiatives sont prises sur l'ensemble du territoire afin que des manifestations publiques commémorent cette date symbolique. Il n'est pas inutile de rappeler que le 27 mai 1943, le Conseil national de la résistance se réunissait pour la première fois rue du Four à Paris. Sous l'égide de Jean Moulin, représentant du général de Gaulle en territoire occupé, l'ensemble des composantes de la résistance décidaient de travailler en commun pour construire la France d'après la libération. Partis politiques et syndicats engagés dans la résistance se retrouvaient avec l'ensemble des mouvements de résistance pour unifier le combat et surtout pour préparer l'avenir. Le résultat fut le programme du CNR que le gouvernement tripartite, communiste, socialiste et démocrate chrétien, présidé par De Gaulle, mit en œuvre à la libération du territoire. La société dans laquelle nous vivons en est issue. Cette commémoration est donc d'une grande importance. Elle a été décidée. Le texte est de Georges Dufault-Epstein, président national des familles de fusillés et massacrés de la Résistance. Intervention d'Héléna Blond au nom de l'Union locale CGT de Montluçon. C'est le 27 mai 1943 que naissait le Conseil national de la résistance. Aux heures noires de l'occupation de la France par l'Allemagne, de la répression sanglante et de la mise à mort de millions de déportés. Quand l'État français rimait avec collaboration, avec l'ennemi, quand la souveraineté et l'indépendance nationale étaient déchues. C'est le Conseil national de la résistance qui porta le drapeau de la liberté et de la France, passant outre les clivages politiques entre les hommes et les organisations politiques et syndicales qui le composaient, au péril de leur vie, comme l'atteste la liste des membres disparus, puis remplacés par d'autres. La présence de deux grandes centrales syndicales d'avant-guerre n'a suscité aucune critique et la réunification de la CGT intervenue le 17 avril 1943 a incontestablement facilité les choses. La figure la plus emblématique du CNR est bien sûr celle de Jean Moulin, préfet refusant le gouvernement de Vichy, premier président du CNR assassiné par l'ennemi. Le 27 mai 1943, sous l'égide de Jean Moulin, les représentants des mouvements de résistance se regroupent sous l'autorité du Conseil national de la résistance. 10 mois plus tard, paraît son programme, Les Jours heureux. Un programme toujours combattu par le patronat. Denis Kessler déclarait encore en 2007 « Il s'agit de défaire méthodiquement le programme du CNR ». Était-ce cependant si simple de porter le programme du CNR il y a 70 ans? Certes non, les conditions objectives étaient plus que difficiles. Mais la volonté du CNR était telle qu'elle a permis de mettre en place un programme économique cohérent et en adéquation avec ses ambitions sociales. Ainsi prévoit-il, et je cite un extrait du CNR, d'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale,
impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie, une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. L'intensification de la production nationale selon les lignes d'un plan arrêté par l'État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques, le développement et le soutien des coopératives de production, d'achat et de ventes agricoles et artisanales, le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Fermez les guillemets, vous comprendrez que ces mots sont vraiment d'actualité et qu'ils résonnent très fortement dans nos cœurs. Certes, tout ne sera pas mené à bien, mais les grandes lignes seront tenues. Énergie, transport, banques seront nationalisées. La politique monétaire sera reprise en main et orientée vers la croissance et l'emploi. Ce n'est qu'à partir de 1973, avec la loi interdisant à la Banque de France de prêter directement de l'argent à l'État, puis ensuite avec le traité de Maastricht en 1992, et enfin avec le traité de Lisbonne adopté par le Congrès contre notre volonté en 2007, que la création monétaire va échapper au pays. L'emprunt sur le marché engendre dès lors le paiement d'intérêts qui, au fil des ans, plombe les comptes de l'État par accumulation de dettes des banques privées. 70 ans plus tard, il n'est pas inutile de se souvenir ou de découvrir pour les jeunes générations ce que permit cet engagement collectif libérateur qui se poursuivit avec le programme des Jours heureux, un programme d'une ambition extraordinaire qui a fondé les grands acquis sociaux que sont la sécurité sociale, les retraites, les comités d'entreprise, la médecine du travail, entre autres. Un programme qui a organisé l'économie au service du pays et de ses citoyens, qui a reconquis l'indépendance du pays. Sans doute n'est-il pas inutile d'en tirer des enseignements pour éclairer la période morose, et c'est peu dire, que nous traversons. 70 ans plus tard, autant de réformes progressistes qui résonnent actuelles et modernes. Au moment où l'équilibre même de la protection sociale est mis en péril et que les grands piliers de la solidarité nationale tremblent sous les coups d'une économie financiarisée et mondialisée, qui plonge des millions de citoyens dans le chômage et l'inquiétude du lendemain. 70 ans plus tard, nous vivons des heures grises. Le fracas de la destruction des acquis du programme du CNR ne cesse de retentir. Les valeurs républicaines sont remises en question. La nation mise à mal. Les citoyens doutent et souffrent. Le temps serait-il venu de nous inspirer de ces hommes et de leurs organisations qui ont eu à cœur de privilégier l'intérêt général et de mettre en commun et en œuvre les idées qui les unissaient, de nous inscrire dans les traces de ces résistants, de ces réfractaires à la fatalité, pour que reviennent des jours heureux. Merci. L'intervention du Parti communiste. La section du Parti communiste de Montluçon a décidé cette initiative pour deux raisons. La première, parce que le 19 juillet 2013 a été promulguée la loi qui a instauré le 27 mai, Journée nationale de la résistance. Il n'était donc pas concevable que cette journée ne soit pas l'occasion d'une commémoration pour les communistes. Communistes qui ont payé un lourd tribut à travers ces résistants et qui ont permis la libération de la France. Communistes dont le nom de leur parti est synonyme de parti des fusillés. La deuxième raison est que le 27 mai 1943 était créé le Conseil national de la résistance
appelée le plus souvent CNR. Cette création, en pleine occupation, dans la clandestinité, fut un événement de portée considérable. Ce fut d'abord l'unification au sein des FFI, Forces françaises de l'intérieur, des différentes structures de la résistance. Ce fut surtout l'élaboration d'un programme appelé les Jours heureux, qui sera adopté le 15 mars 1944 et dont Pierre Villon, qui fut ensuite député de l'Allier, fut un des principaux rédacteurs. Les idéaux de patriotisme, humanisme, idéaux démocratiques et aspiration à un monde juste et en paix, ces idéaux des résistants et résistances dans le combat contre l'occupant nazi et le régime pétainiste, complices de ces crimes, souvent au péril de leur vie, furent les valeurs qui inspirèrent le programme du Conseil national de la résistance. Ce combat, convergent avec celui des Français libres, a pris toute sa place dans la lutte des peuples contre la barbarie génocidaire et liberticide. Ce programme dessina les contours d'une France démocratique sur le plan politique, économique et social, d'une France solidaire et d'une France rénovée après la libération. 70 ans plus tard, souvenons-nous de ce qui a permis cet engagement collectif libérateur, un programme à l'ambition extraordinaire. Ce programme qui permit des avancées importantes forme aujourd'hui encore le socle de notre protection sociale, comme la sécurité sociale, les retraites, les comités d'entreprise, entre autres. Ce programme est le socle de nos valeurs de partage, de solidarité et de gestion démocratique des entreprises. Ce programme a organisé l'économie au service du pays et de ses citoyens et a reconquis l'indépendance de notre pays. Le préambule de la Constitution française d'aujourd'hui reprend intégralement le préambule de 1946 du programme du Conseil national de la résistance. Ce programme, appelé les Jours heureux, a été adopté à l'unanimité le 15 mars 1944. Ce programme des Jours heureux est mis à mal aujourd'hui par un monde libéral et capitaliste qui ne recule devant rien pour faire aboutir ses propres aspirations. Ces valeurs pour lesquelles luttèrent les résistants et cette volonté d'un changement dont ils furent porteurs restent plus que jamais d'actualité. 70 ans après, nous ne vivons pas des jours heureux, mais des jours sombres. Le monde connaît encore des guerres, l'oppression, le racisme, les discriminations, les épurations ethniques, les persécutions religieuses et le sous-développement de populations entières. La destruction des acquis du programme du Conseil national de la résistance retentit chaque jour. Les valeurs républicaines sont remises en question. Les citoyens souffrent. Les héritiers des idéologies vaincues en 1945 relèvent la tête et retrouvent une audience à la faveur des crises que connaissent nos sociétés et le monde. Dans notre pays, la xénophobie contamine le discours politique, alors que nombre d'étrangers, à l'image de ceux de la fiche rouge, ont permis la libération de notre pays. La France vient de vivre un cataclysme qui ne nous permet pas de rester indifférents. Le rôle du Parti communiste français a été et sera à la mesure des luttes ouvrières et des aspirations du peuple. Il ne peut pas y avoir de place à la résignation. Nous n'avons pas le droit de renoncer. Pensons à ceux qui souffrent et pensons à notre futur. Nous nous devons, tous ensemble, de mettre en œuvre, face à un front national virulent qui dénigre sans cesse le rôle des résistants et des valeurs du Conseil de la résistance, une riposte à la hauteur de nos prédécesseurs. Lutter, c'est long et difficile, mais c'est stimulant. Ensemble, avec nos différences, rassemblons-nous et unissons nos forces pour que le monde que nous voulons soit celui qu'ont défendu les résistants de tous bords. Nous nous devons, aujourd'hui encore plus, d'être les porteurs de cette mémoire et les défenseurs acharnés de ces acquis. Nous devons suivre les traces de ces résistants motivés qui nous ont permis aujourd'hui d'être libres. Chers amis, chers camarades, à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie, qui nous ont construit ce beau programme du Conseil national de la résistance et que nous remercions chaleureusement du fond de notre cœur, écoutons ensemble ce merveilleux poème de Paul Éluard, « Liberté ».
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien, gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté.